Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le premier numéro de l'année 2025, et on commence par une victoire du Gym, 3-2 face à Rennes ce vendredi soir, l'occasion pour nous de déjà vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année, alors à l'OGC Nice bien sûr, parce que c'est le sujet qui nous réunit tous et toutes ici à écouter et à faire ce podcast, mais aussi évidemment vos proches, la santé, et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur dans vos projets. Voilà, ça c'est fait. On est content de se retrouver sur cette nouvelle année. On avait commencé en 2020, on va bientôt fêter nos 5 ans déjà de l'aventure. Mais bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Revenons d'abord sur cette rencontre face à Rennes, je le disais. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy pour en parler. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous et bonne année tout le monde, plein de belles choses. Ça va très bien, on commence l'année par une belle victoire. J'ai hâte d'en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de positifs, donc hâte d'en parler avec vous. Beaucoup de positifs, mais pas que. Il prépare la lunette de son sniper déjà. C'est Noah qui est avec nous également. Salut Noah, bonne année et comment vas-tu ? Bonne année tout le monde. Écoutez, ça va très bien. Voilà, comme l'a dit Jérémy, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais des choses positives et voilà, hâte de pouvoir en parler. Ouais, alors ils font tous les deux les mecs un peu en disant ouais plein de choses positives tout ça. Ils ont déjà leur dossier où ils ont envie de défoncer quelqu'un l'un et l'autre. Hein. Mais bon voilà, je vais pas faire de spoiler. Ils passent pour les gentils. On en reparlera à la fin de l'émission si vous le voulez bien, messieurs. Mais allez, sans transition, commençons à parler du match. On va revenir un peu, ne serait-ce que sur la situation un peu des deux équipes. L'OGC Nice du coup était bien calé à la 6e place du classement. Rennes était 7 points derrière, loin à la 12e place. Francaise dit que malgré tout, ça reste un concurrent à l'Europe. Mathématiquement, ça ne l'était pas avant le match, et ça l'est encore moins du coup, puisque c'était, on va pas dire un match à 6 points ou un tournant, mais quand même l'OGC Nice met son adversaire 10 points derrière. On sait qu'ils vont se renforcer. Il y a eu l'arrivée de Seko Fofana et on verra s'ils arrivent à faire un gardien, mais voilà, Rennes va peut-être essayer de revenir sur la phase retour. Messieurs, c'était bien de gagner pour déjà nettoyer un peu les matchs en demi-teinte d'avant la trêve, et puis pour ne pas se faire peur et éloigner une équipe qui potentiellement aurait envie de jouer les places européennes, la tenir à distance avec ce début, pas de phase retour, mais de deuxième partie de saison. Ouais, tout à fait. Enfin, c'était important déjà de gagner pour le moral, pour continuer une série qui était plutôt positive jusque-là. Francaise, justement, comme tu l'as dit, l'a très bien rappelé, Rennes reste tout à fait un concurrent de toute façon pour la course à l'Europe. Je pense qu'ils vont quand même revenir. Ils se sont bien renforcés déjà avec l'arrivée de Seko Fofana. Donc voilà, c'était important de les mettre à 10 points. Si on perdait hier, ils revenaient quand même à 4 points, donc c'était quand même pas la même chose, quoi. Donc voilà, c'est important vraiment d'assumer ce statut qu'on a d'équipe qui veut jouer l'Europe tout simplement et de continuer la série qu'on avait encore en championnat. Donc c'était positif. Après, je trouve que voilà le match hier, pour moi, on peut le découper un peu sur les demi-temps comme d'habitude. Je vais en parler un peu plus longuement après, mais la première mi-temps a été très très bonne et la seconde mi-temps a été un peu moins bonne. Je trouve qu'on est un peu retombé dans nos travers sur certains sujets. J'y reviendrai aussi plus tard. Mais voilà, hier, c'était positif de commencer l'année comme ça, surtout dans le contenu. Il y a beaucoup de très bonnes choses. On a un très gros calendrier qui nous attend, notamment en janvier. Donc, c'est important de commencer avec une victoire comme ça pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. On avait aussi que, avec le retour de certains blessés, ça fait du bien. Et apparemment, Francaise a dit que pour la semaine prochaine contre Reims, il y aurait aussi certains retours. Il y a Jonathan Klaus, Moïse Bambito, je crois, et Ali Abdi, et un autre joueur dont je ne me souviens plus. Et il me semble 3 ou 4 joueurs. Donc voilà, ça va être positif. En tout cas, on récupère de plus en plus de joueurs et ça s'est vu, n'empêche, dans le contenu hier soir. Noah, un bon coup au classement. On revient à 3 points de Monaco également. On reste dans le peloton de tête. Là, on enregistre l'émission samedi soir. Lille est en train de jouer et mène face à Nantes pour l'instant. Donc, nous repasserait devant également. On va attendre les résultats de Lyon et Lens plus tard dans la soirée et demain aussi. Mais voilà, le Nice reste accroché au peloton de tête, laisse un concurrent supposé à l'Europe loin derrière. Et puis, voilà, avance petit à petit dans ce mois de janvier qui va être chargé au niveau calendrier. Bon, l'Europe, on n'en parlera pas, mais il y a 2 derbys qui nous attendent aussi, notamment. C'était important d'envoyer un signal positif d'entrée, peut-être.
Oui, c'est positif. En fait, bah, comme on l'a évoqué auparavant dans la dernière émission, bah, c'est vraiment un OGC Nice à deux teintes. Il y a l'OGC Nice version UEFA Europa League et l'OGC Nice version Ligue 1. On enregistre beaucoup de retours et voilà, comme l'a dit Francaise, bah oui, hein, dès qu'il y a des retours, on peut construire quelque chose, on peut construire un plan de jeu, etc. Jérémy l'a évoqué, on en parlera plus tard, mais voilà, vraiment ces deux mi-temps qui sont bien séparés au niveau du jeu, avec Rennes qui a été beaucoup plus poussif sur la deuxième mi-temps, etc. C'est sûr que d'un point de vue comptable et d'un point de vue au classement, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Rennes était à 7 points, désormais à 10. C'est quand même un bon coup parce que ça laisse les équipes qui voulaient nous coller le train bah, à distance. Et donc, voilà, d'un point de vue comptable, elle n'est que bénéfique, cette victoire. On prend, surtout que Noah, tu nous le rappelais avant l'émission, le GC Nice reste invaincu à domicile. Ça, c'est un peu plus symbolique, mais on prend. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ça fait plaisir d'être invaincu à la maison. Moi, avant de commencer l'émission, il y avait une stat qui était en tête qui concerne nos très lointains voisins lensois. Mais par exemple, Lens, quand ils font une très très bonne saison, ils terminent deuxième, ils sont invaincus et la seule défaite qu'ils connaissent à domicile, c'est nous. Voilà, c'est vraiment nous, on est allé gagner à Lens et donc ça fait vraiment plaisir en faisant le parallèle sur la saison lensoise qui les a menés deuxième et cette saison niçoise. Bah voilà, ça fait vraiment plaisir de nous voir invaincus à la maison et en espérant que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Ouais, la saison dernière, on avait commencé les 10 premiers matchs sans défaite. Là, on est à 8 et le neuvième match à la maison, ce sera face à Marseille. On en parlera forcément dans les prochaines semaines, mais ça serait bien que ça se prolonge un peu plus. Le dixième, uniquement en championnat, du coup, on compte, ça sera face à Lens. Donc voilà, ça sera peut-être deux tournants importants à passer à la maison si on confirme cette invincibilité. On se mettra bien dans la course à l'Europe, très probablement. On n'y est pas encore, on va rester encore une fois sur ce match face à Rennes et passer à la composition des équipes, enfin la composition niçoise, parce que bon, la composition rennaise, on s'en fout un peu quand même après tout, soyons honnêtes. Donc Francaise qui a aligné un 11 articulé en 4-2-3-1 et ça fera probablement l'objet de quelques mots de ma part un peu plus tard. Bulka dans les buts, une défense. Mendy, Youssouf, Abdelmonem, Melvin Barr. Milieu de terrain, le retour de mon milieu de terrain préféré, Hicham Boudaoui, Tanguy Ndombele et devant une ligne de 3 Guessant Boinani Diop en soutien de Gaëtan Laborde, mon préféré également, comme vous le savez. Messieurs, compte tenu des absents, puisque bon, sur le banc, c'était quand même très jeune, ou alors, voilà, Dante qui était en reprise. Au final, les choix sont assez évidents. Tu le rappelais tout à l'heure, Noah, bah, quand on récupère des joueurs, c'est tout de suite un peu plus facile de faire un 11 titulaire. Malgré ça, on sent quand même bien que autant l'armada offensive et au milieu de terrain, on peut quand même rapidement faire de belles choses, autant derrière, on était encore sur quelque chose d'assez expérimental. Tout à fait. Bah, cette charnière centrale, Ndiaye Chimier Abdelmonem, je sais pas si elle est inédite, mais c'est très rare de voir ces deux joueurs alignés. Dante était de repos, il était dans le groupe, il est rentré dans les toutes dernières minutes du match. Tu l'as dit, et c'est le mot, c'est expérimental. Après, on va pas jeter des pierres à notre coach. Il fait avec ce qu'il a. Francaise compose avec les joueurs qu'il a à sa disponibilité, mais malgré tout, oui, ça reste expérimental et ça reste légèrement fébrile. En fait, moi, en regardant tous les matchs, voilà, on va faire le comparatif avec l'année dernière. L'année dernière, c'était avec sous Francesco Farioli, c'était très solide derrière. Tout partait de là. Et cette année, j'ai l'impression qu'on a du mal à enchaîner les bonnes performances défensives, à enchaîner les clean sheets. Je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de clean sheets cette saison, notamment en Ligue 1. Bon, en Coupe d'Europe, on n'en parlera pas. Mais voilà, oui, expérimental, assez fébrile. Mais bon, il y en a un à relever, c'est évidemment Melvin Barr, qui est incroyable. Moi, je le dis comme ça. C'était à son arrivée à Nice, j'ai été le premier, je l'avoue, j'ai été le premier à lui jeter des pierres parce que bah je le trouvais pas assez bon, notamment dans son apport offensif sur les centres qu'il pouvait adresser, etc. Mais aujourd'hui, Melvin Barr, d'un point de vue défensif, est un
très bon latéral gauche de Ligue 1. Offensivement, il apporte, etc. Ndai Chimie faisait de grosses performances la saison dernière. Et bon, il a été touché par une blessure, donc je vais dire que c'est pour ça qu'il est en dessous de ses performances habituelles. Ça Bon, commence à Mohamed faire Abdel, beaucoup, mais à la fois les ouais, blessures sont récurrentes avec Youssouf aussi, malheureusement. exactement, exactement. Bah, après, on peut parler de Abdelmonem. Bon, il vient d'arriver, donc on va lui laisser le temps de s'adapter, On etc. en, Mais bon, on en parlera dans pour quelques moi, instants, mais bon, comme tu le dis, effectivement, une défense un peu expérimentale, un peu fragile. voilà. La petite stat, 21 buts encaissés pour l'OGC Nice, c'est des stats de deuxième partie de classement, plutôt que voilà, c'est la moins bonne défense de la première partie de tableau, avec Lyon qui a un match en moins et qui pourrait du coup nous dépasser là-dessus, mais c'est pour dire que on a quand même un déficit de performance là-dessus. Rien à voir avec l'attaque, ça, on en dira quelques mots également à l'occasion de notre analyse, mais malgré tout, c'est pas juste une question de nom de remplaçant ou d'acharnement, c'est que la défense fonctionne forcément moins bien par le système de jeu adopté peut-être, mais aussi par les performances individuelles. Et il y en a un dont on va parler dans quelques instants, je le sais, n'est-ce pas Jérémy? Bref, sur la composition d'équipe, Jérémy, du coup, il n'y avait pas trop de suspense, peut-être l'emplacement des joueurs offensifs qui aurait pu être différent, même s'il est logique. Donc Guessant sur le côté, puisque Laborde lui a été préféré en pointe. C'est peut-être jouer sur les qualités des deux joueurs. Moi, je trouve en tout cas que c'est intelligent. Quant à mettre Diop sur le côté, Buonanni dans l'axe, je pense, en tout cas pour ceux qui étaient devant leur télé, l'ont peut-être vu mieux que moi qui était au stade, mais les deux joueurs ont quand même suffisamment permuté, donc je pense que voilà, difficile de dire qui était sur le côté, qui était vraiment dans l'axe. Peut-être Buonanni un peu plus électron libre, mais voilà, ça a été assez fluide au final l'interaction entre les quatre joueurs, et c'est vraiment peut-être moi ce que j'ai le plus apprécié dans la rencontre. Oui, sur la compo en elle-même, il y a pas trop de suspense. C'est vrai que bon, on aurait peut-être pu penser à Dante, mais c'est vrai qu'avec la blessure au ménisque qu'il avait eu, c'était peut-être un peu tôt encore. J'étais quand même rassuré quand il est rentré les 2 minutes dans le temps additionnel. J'avoue que ça fait du bien quand même. Mais non, après ouais, c'était assez logique. Youssouf et Abdelmonem avaient joué 20 minutes, je crois, tous les deux contre les Rangers avant que Youssouf se blesse. Il me semble que c'était eux deux en défense centrale. Donc ouais, c'était assez inédit. C'est vrai que je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, les deux, ils reviennent de blessures. Donc, est-ce qu'ils vont arriver en termes de rythme, tout ça? Donc bon, ça s'est assez bien passé. Je trouve qu'ils ont plutôt bien tenu la baraque. Et surtout Abdelmonem hier, qui a fait un bon match, je trouve. Bon, après Noah en a parlé. Melvin Barr était très très bon, comme à son habitude. Ça devient vraiment, c'est un cadre de l'équipe maintenant et il est très bon défensivement et il est un peu plus précis, je trouve, offensivement maintenant. Quelques mots quand même sur Antoine Mendy, je trouve qu'il malheureusement il joue pas suffisamment à cause des blessures, mais je trouve que quand il est là, notamment latéral droit, il est quand même très très bon. Enfin, je trouve qu'hier soir son match était vraiment bon et en plus il a tenu tout le match en venant de blessure, donc bravo à lui, très bon match. Après ouais, la défense, c'est sûr qu'on n'a pas trop on manque de repères parce que la défense ça change beaucoup trop souvent de joueurs, de schéma tactique, donc là c'est un peu compliqué d'avoir de vrais automatismes et d'être très efficace, on va dire. Donc on prend encore beaucoup de buts. Bon après notamment quand on offre des buts comme hier soir sur le deuxième but, Ben, on va en reparler. Jérémy, Mais commençons par là peut-être, puisque bon, on a dit qu'on dirait du positif et il y en a à dire, mais ouais, puisqu'on est un peu fixé sur la défense à l'occasion de notre analyse de la composition d'équipe, ben parlons de ça. 2 buts encaissés. On a déjà pris un but face à Corté, 2 buts à Montpellier. Je veux dire, ça fait beaucoup. On a rappelé les 21 buts encaissés cette saison en Ligue 1. Ne reparlons pas de l'Europe parce que sinon on va pleurer. Mais c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Les absences et en tout cas l'instabilité des titulaires peut expliquer en partie ça. Mais il y a quand même aussi une question de performance individuelle qui n'est pas exceptionnelle. Donc là, Abdelmonem a fait plutôt un meilleur match, peut-être son match le moins pire en tout cas sur son début de saison, sur son début d'aventure niçoise. Youssouf, je suis un peu plus partagé, mais s'il y en a bien un qui malheureusement est fautif, on va dire, sur ce match-là et qui nous déçoit semaine après semaine, c'est Marcin Bulka. Tu soulignais le deuxième but où il relâche quand même un ballon qui n'est pas si difficile que ça à négocier et qu'il le relâche dans les pieds du joueur rennais. Et puis globalement sur toute la partie, ça a été un festival de sorties, de non sorties, de duels joués sans les mains, de dégagements qui m'ont un peu rappelé les dégagements de Kasper Schmeichel par moment aussi. Vas-y, démerde-toi avec le ballon.
le long de touche, la sacoche et tout. Enfin, voilà, un niveau qu'on n'a pas vu avoir avec nous les premières saisons, qui malheureusement devient habituel et qui a même l'air de décroître sur les dernières semaines. Donc, on va pas chercher nécessairement d'explication. Je pense que la question de la prolongation de contrat, ça a été l'explication de 2-3 semaines, mais maintenant, je pense qu'il faut juste que Marcin se reconcentre et redevienne le joueur qu'on a adoré, adulé et qui nous a rapporté des points. Parce que là, il a deux doigts de nous en coûter. Pas au même niveau que Steve Mandanda, évidemment, mais mais quand même, voilà, on est aussi malheureusement obligé de dire quand ça ne va pas du tout. Et Marcin, là, ça ne va pas du tout. Ouais, ben, en fait, quand on a fait notre émission tous les trois la dernière fois, j'avais vraiment pris sa défense parce que je trouvais que sa saison était pas mauvaise non plus, hein, ça restait quand même à un bon niveau. Par contre, hier soir, là, franchement, ça m'a énervé parce que, bon, en fait, je trouve que sur les deux buts, à chaque fois, il y a des erreurs de Boudaoui en début d'action qui nous sont quand même assez préjudiciables. Sur le premier but, il lâche le marquage sur le joueur qui fait la passe décisive. Donc après, du coup, Youssouf est en retard sur ce joueur-là. Et sur le deuxième but, il fait deux pertes de balles en 20 secondes. Donc bon, du coup, c'est sûr que ça met une situation dangereuse. Après, voilà, ça peut arriver ce genre d'erreur-là, donc c'est pas non plus trop grave. Mais voilà, c'est vrai que sur le deuxième but, bon, je trouve que sur le premier but, Marcin Bulka met quand même un peu de temps à sortir. En plus, il ne met pas les mains, donc je vois pas comment il veut rater le ballon. Et sur le deuxième but, j'étais très très énervé. Ça faisait un moment que je m'étais pas énervé comme ça sur un but adverse, parce que on sait, enfin, on mène 3-1, donc du coup, on est plutôt bien dans le match. Et dès qu'on Ouais, commence dès la reprise, tu en fait, relances. je sens, ouais, mais en fait, c'était toute l'équipe. On sent que on n'était pas entré dans la mi-temps. On jouait à 2 à l'heure, on commençait à marcher alors qu'on avait fait une très bonne première mi-temps. Dans les attitudes, c'était un peu plus, on sentait d'un coup une fatigue, tu sais, on est un peu en mode nonchalance, un peu de fatigue. Je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Et 2 minutes après, on se prend ce but-là. Je comprends pas comment le ballon, enfin, comment il peut pas capter le ballon. Et en plus, il le remet totalement dans les pieds d'Adrien Truffert. Donc ouais, je l'ai beaucoup défendu sur les autres matchs. Je crois qu'il avait un petit coup de mou en début de saison et que ça allait un peu mieux. Bon, il y a eu notamment des matchs où quand même il nous a fait de très beaux arrêts. Là, par contre, hier soir, c'est vrai que très peu rassurant. Je pense que c'est le match où, enfin, j'ai trouvé le moins rassurant sur ce match-là, je pense, depuis le début de son aventure avec nous. Donc voilà, des dégagements un peu n'importe comment, comme tu l'as rappelé aussi, des sorties un peu bizarres. À un moment donné, il arrête un ballon de la tête, mais c'était un peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, ouais, hier ça allait pas. Donc j'espère que c'était juste une fois. J'espère que ça ira mieux sur les prochains matchs, parce que clairement ce genre d'erreur-là, surtout à 5 minutes du retour des vestiaires. Bon, après il y a toute l'équipe qui allait pas à ce moment-là, mais justement un gardien de très haut niveau peut pas se permettre ce genre d'erreur-là, des moments importants comme ça. Donc je veux pas trop le critiquer non plus, mais c'est vrai que hier soir sur le deuxième but, j'ai été quand même très très énervé sur ce coup-là. Ouais. Noah, malheureusement pas franchement de concurrence pour Marcin Bulka, hein. Maxime Dupé a pas l'air d'être dans l'équation pour essayer de devenir numéro 1. On l'a vu jouer face à Corté, je pense que c'était encore moins rassurant que Marcin Bulka, donc on va être un peu obligé de faire avec. Maintenant, voilà, est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos d'une défense changeante? Et Jérémy a bien fait de rappeler que il est sûrement plus exposé que lorsque tu as une charnière Todibo-Dante devant toi, mais par contre, on a l'impression qu'à chacune de ces interventions, c'est aussi quand même moins rassurant et moins inspiré que les précédentes saisons. Bon, on va pas en parler à chaque émission parce qu'on espère déjà que la dynamique va s'inverser pour notre gardien polonais, mais surtout que on est un peu démuni et dans l'incompréhension en fait face à la chute de niveau de Marcin Bulka. Et en plus de ça, on a l'impression que dans son attitude, ça se dégrade aussi en plus, ce qui est d'autant plus inquiétant. Tout à fait. En fait, tu l'as très bien dit, c'est que il faut être factuel et réaliste. Quand on a une charnière centrale Todibo Dante devant soi, c'est un peu plus rassurant et ça met beaucoup plus en confiance qu'une défense centrale qui change tous les 2 matchs. Maintenant, pourquoi on est si dur avec notre gardien? Simplement parce que l'année dernière, il nous a éblouis. L'année dernière, c'était le gardien de la Ligue 1. Bon, il y a Gianluigi Donnarumma qui est en Ligue 1 aussi, mais ouais, il y a Martin Bulka, c'est-à-dire un portier qui vraiment, moi l'année dernière, j'étais dans mon canapé, je regardais les matchs, dès qu'il y avait penalty pour l'adversaire, j'étais tranquille, je regardais tout le monde, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, il y a Bulka dans les buts. Donc dans tous les cas, il va l'arrêter. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a penalty pour l'adversaire, je suis moins serein. Maintenant, comment l'expliquer? Tu l'as très bien dit.
Faut arrêter de se cacher derrière une excuse de prolongation de contrat qui ne lui convenait pas, etc. Au bout d'un moment, c'est un joueur de football. Au bout d'un moment, on te demande d'être performant sur le terrain. Et donc, bah, l'année dernière, pardon, le dernier match là, face à Rennes, et bah vraiment, le deuxième but était absolument évitable. Et ça nous a mis dans le dur pendant toute la seconde période. C'est-à-dire un but d'entrée qui nous a coûté, entre grosses guillemets, notre jeu de la seconde période. Ça a sonné les 11 Niçois. Et donc voilà. Ce deuxième but, et pour lui, c'est factuel et c'est réel. Avant de parler de cette deuxième période où au final il n'y a peut-être pas grand-chose à dire du côté OGC Nice qui a un peu fait le dos rond, il y a eu quelques occasions aussi mais sans plus. Parlons de la première, on a eu ce festival offensif, 3 buts par Guessant, Diop et Laborde et une première période d'un rare niveau, une des mi-temps en tout cas les plus satisfaisantes qu'on ait vu cette saison à l'OGC Nice. 3 buts, je le disais, mais surtout en fait moi je trouve 2 performances individuelles vraiment exceptionnelles. S'il faut en sortir 2, parce que bah il y en a d'autres à dire. Mais alors, Evan Guessant fait quand même un match de dingue hein, entre buteur, passeur décisif. Il va se chercher, il va provoquer cette réussite vraiment. Je pense que c'est une de ses meilleures performances en rouge et noir, ou en tout cas là où il a été le plus complet. Ça, c'est une chose. Et puis Sofiane Diop, en dehors de son but, il faut aller presser cet événement d'Anda, il faut aller provoquer cette erreur, et une fois qu'on a le ballon dans le pied devant le but quasiment vide, il faut éviter de le rater. Donc c'est sans lui enlever le crédit pour avoir marqué. Mais au-delà de ce but-là, on a vraiment encore une fois, et ça fait plusieurs semaines qu'on le répète, vu ce qu'on attendait et ce qu'on aime voir chez un joueur de foot comme Sofiane Diop, c'est-à-dire du mouvement, des solutions proposées tout le temps, une qualité de passe et vraiment un joueur qui fluidifie et qui provoque des opportunités en pagaille pour l'attaque niçoise. Voilà, c'était le côté vraiment positif avec ces 2 joueurs-là. Il y en aura sûrement d'autres dont on pourra un peu dire quelques mots, mais voilà, moi j'ai vraiment pris un immense plaisir à regarder cette attaque jouer, hein, le trio Laborde, Guessant, Diop. On va ajouter Buonanni qui fait une bonne rencontre également. Mais vraiment, si on peut aligner ces 4-là à chaque match avec des renforts hein, comme Mohamed Ali Chaud et bientôt Terem Moffi qui pourraient en plus ajouter leur propre qualité à cette dynamique-là. Voilà, je trouve que on a vraiment montré ce qu'on attend en termes de spectacle et de performance. Ça n'a pas été toujours le cas ces dernières saisons. Et je pense qu'on a aussi trouvé un système de jeu qui est peut-être adapté à ces différents profils, puisque Diop et Buonanni, quand ça se balade un peu en électron libre dans le cœur du jeu, je pense que ça peut faire mal à beaucoup d'équipes. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un match. Bon, cette année c'était déjà pas mal hein, ce qu'on voyait, mais la première mi-temps était quand même vraiment vraiment aboutie. Je trouve que ce soit dans le jeu, techniquement, tactiquement, c'était vraiment vraiment pas mal, et surtout dans l'engagement, je trouve, dans la motivation des joueurs. Il y avait un très très gros pressing, c'était très très actif. Voilà, tu l'as rappelé. Guessant, Diop, vraiment, ils ont tous les deux fait un match exceptionnel, je trouve, parce que même Diop, en termes de repli défensif, tout ça, rien à redire. Je trouve que c'est depuis quelques semaines qu'il est vraiment très très en forme, et il a un comportement en plus qui est irréprochable. Donc vraiment, je suis très content pour nous et pour lui qu'il ait ce niveau-là, parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Donc ouais, super match de sa part. Et Evan Guessant, je l'avais un peu rappelé l'autre fois, mais je trouve qu'il fait pour l'instant, il fait quand même une saison assez exceptionnelle. Hein. C'est vrai que bon, moi, je trouvais que c'était déjà un très très bon joueur, mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il fasse une saison comme celle-là. Je pense que hier soir, Michael Faye, le défenseur de Rennes, il était content quand il est sorti, hein, parce qu'il lui a fait passer une première mi-temps horrible. Donc non, il a fait un très très bon match. Il est très complet, je trouve, comme joueur, et Francaise en plus l'a dit, il attend encore plus de lui parce qu'il a un très très gros potentiel. Donc ouais, très content qu'il ait ce niveau-là et qu'il puisse enchaîner, parce qu'en plus c'est je crois le joueur le plus utilisé et il se blesse jamais, donc c'est vraiment super qu'il puisse enchaîner comme ça. Après voilà, le reste de l'équipe a fait aussi un très bon match. Laborde, ça faisait longtemps aussi que je trouvais qu'il faisait pas un match aussi abouti. Buonanni aussi sur la lignée de ces dernières rencontres, quand il peut combiner avec Sofiane Diop, les deux, c'est quand même beau à voir aussi. Donc voilà, une attaque vraiment
qui continue à être efficace. Mais je trouve que hier soir, on a enfin été beaucoup plus réaliste. On a souvent parlé du manque de réalisme de l'équipe. Je crois qu'hier soir, en première mi-temps, on fait 3 tirs cadrés, 3 buts. Hein. Je pense que c'est quand même assez rare pour être souligné. Enfin, il me semble qu'on a fait que ces 3 tirs-là, mais enfin, c'est quand même assez rare. C'est 4 tirs, 3 cadrés, 3 buts, il me semble, mais efficacité maximale. Noah, du coup, avec Jérémy, on se félicite du spectacle, du plaisir de voir l'équipe marquer beaucoup de buts. Ça compense un peu les performances en deçà de la défense. La stat, c'est 31 buts en 16 rencontres. C'est le plus haut total pour l'OGC Nice en championnat depuis l'exercice 1977-78, pour souligner à quel point, même si depuis il y a eu des saisons où on a été prolifique et qui ont peut-être été même meilleurs en termes de classement. Voilà, là pour une fois il y avait personne qui était né dans l'émission, effectivement. Mais voilà, blague à part, c'est pour dire quand même, c'est une saison exceptionnelle offensivement pour l'OGC Nice. Et est-ce que c'est pas là aussi peut-être la plus grande réussite pour l'instant de Francaise depuis qu'il est arrivé sur le banc, c'est-à-dire avoir redynamiser une attaque qui était quand même soit complètement en panne l'année dernière, mais en tout cas pas forcément flamboyante ces 5-6 dernières saisons, et surtout d'avoir remis un peu de spectacle et de nous avoir redonné goût à aller au stade. Bah, tout à fait. C'est pour moi la plus grande réussite de Francaise, car on sort une attaque. Franchement, pour revenir un peu sur les joueurs, Evan Guessant, c'est vraiment un joueur qui est, je trouve, irréprochable dans son attitude. C'est quelqu'un qui confirme de plus en plus à chaque match. Franchement, c'est exceptionnel et je suis très très content de le voir à ce niveau-là maintenant. On a Buonanni aussi qui était peut-être un peu moins voyant que sur les autres matchs, mais Buonanni a fait quand même un bon match dans ce rôle de numéro 10, ailier droit, on peut l'appeler comme on veut parce qu'il permutait beaucoup. Sofiane Diop, bah on l'a dit dans la dernière émission, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, proposer du jeu, donner des solutions à ses partenaires, etc. Et puis Gaëtan Laborde qui était pendant un moment très décrié et qui malgré tout continue à faire ses matchs, à 3 planter buts, un peu. 3 buts sur les 3 derniers matchs, hein, d'ailleurs, pour Gaëtan Voilà. Laborde, qui est sur une super série. Donc voilà, et puis même pour la confiance, je pense que ça doit lui faire du bien à Gaëtan Laborde. Maintenant, pour souligner un peu plus aussi, Evan Guessant, là hier, c'est donc un but, une passe décisive. Et excusez-moi messieurs, mais je trouve la passe décisive de Guessant, ce petit piqué là, juste devant les buts, qui prend Mandanda de revers et Laborde qui conclut parfaitement. Je trouve ça rien que dans le jeu magnifique. Et il y a aussi sur un des buts dans le jeu une action de football avec des 1-2, ça part vers l'avant, etc. Vraiment, j'étais alors on va pas dire abasourdi parce qu'on a déjà vu l'OGC Nice jouer comme cela, mais ça fait plaisir de retrouver de l'élan offensif et vraiment en tant que supporter, on peut que se régaler maintenant devant les matchs. Et pour ça, merci beaucoup Monsieur Francaise. Il y en a un qu'on n'a pas cité de joueur parce qu'il est un peu plus reculé sur le terrain, mais qui est aussi grand artisan techniquement, je pense, et collectivement de cette performance offensive. C'est Tanguy Ndombele, hein, évidemment, qui a encore fait une super rencontre face à Rennes, un des meilleurs niçois, si c'est pas le meilleur, quand on sait qu'il joue avec des kilos en trop et une blessure. On espère que d'ici la fin de saison, on le verra même à passer à 70 ou 80%, parce que rien qu'avec sa condition actuelle, il est quand même déjà très très au-dessus de la plupart des milieux de terrain du championnat, et on sait qu'il a le potentiel pour aller viser encore plus haut. En tout cas, très clairement, quand il est dans le 11, c'est pas tout à fait le même OGC Nice, et je pense que ça permet aussi aux attaquants de se régaler un peu plus facilement. Messieurs, avant de conclure notre émission, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a balayé à peu près tous les sujets qu'on voulait aborder avant l'émission. Est-ce que quelque chose d'autre vous est venu entre-temps, ou est-ce que vous voulez qu'on se projette peut-être sur les prochaines semaines, 5 minutes? Moi, je veux dire quelques mots juste sur Mohamed Abdelmonem. Ça faisait quelque temps que je voulais en parler. Je trouve que hier soir, son match est quand même plutôt bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que voilà, il a fait son match, à part son dégagement où il a dévissé sa frappe à un moment donné. C'est un peu la seule chose où il s'est un peu loupé.
J'ai un peu de mal enfin, c'est un joueur qui s'est fait énormément critiquer là depuis son arrivée. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors, ok, il a fait certaines erreurs. Il a quelques matchs où il a pas du tout été, il a pas été très très bon. Il a commencé quand même avec 2 déplacements à Bollaert et au Vélodrome quand même. Donc bon, c'est pas le plus facile pour se mettre en jambes. Je trouve qu'à part ces 2 matchs-là, il fait quand même des matchs, je vais pas dire très très bons, mais qui sont plutôt cohérents. Je me rappelle d'un match contre Nantes où il avait quand même été plutôt bon. Je pense que c'est un joueur qui va continuer à prendre confiance et qui va surtout prendre le temps de s'adapter à notre championnat. Et je pense que vu ce qu'il montre là, il aura pas trop de problèmes. Donc j'ai un peu de mal à comprendre les critiques assez. Enfin, il a quand même pris pas mal de critiques. Je trouve que c'est un peu exagéré, pour être honnête. Il y a quand même eu des joueurs qui ont été beaucoup moins bons sous notre maillot et qui n'ont pas reçu ces critiques-là. Donc, je trouve que ouais, c'est un joueur qui mérite, je pense, d'avoir du temps. Il vient quand même d'un championnat, d'un autre championnat. Il vient dans un nouveau pays. Donc voilà, il a eu beaucoup de matchs aussi dans le championnat égyptien dans lequel il était avant. Donc voilà, il arrive quand même avec beaucoup de choses compliquées. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal, donc en tout cas, il a tout mon soutien parce que je trouve que si on regarde ses matchs, c'est quand même pas si mauvais que ça, mis à part les 2 premiers matchs comme je l'ai dit. Donc voilà, j'espère que pour lui, il va pouvoir continuer à enchaîner et je pense que ça va le faire pour lui. Donc voilà, c'est juste un petit message pour le soutenir. Espérons que ce soit le premier match d'une bonne série, en tout cas pour Abdelmonem, qui effectivement a connu des débuts compliqués dans le contexte que tu expliques. Voilà, effectivement, il fait quand même des meilleurs matchs que certains anciens qu'on a pu voir. Là, je me fais auto-passe ici parce que j'ai très envie de vous dire que Braga est en train de s'imposer sur le terrain du Benfica grâce à un but de Robson Bambou. Voilà, c'est le côté improbable de la soirée, mais bon, voilà, déjà Robson Bambou qui est titulaire dans un club européen et qui en plus marque dans un match important. Bref, voilà, comme quoi la beauté. La beauté du sport. Noah, on t'a interrompu. Du coup, est-ce qu'il y avait un dernier sujet que tu voulais aborder dans notre émission? Ouais, je suis d'avis, messieurs, à ce qu'on ouvre un dossier. Désormais, on va l'appeler le dossier. Et de ce cher Pablo Rosario. Alors, par où commencer? Bon, Parce que c'est compliqué. tu vas tirer sur l'ambulance, là, je sens, mais allez. Ouais, mais en fait, Pablo Rosario est un joueur qui est arrivé à Nice. Je sais même pas d'où il sort, d'où il vient, etc. Mais bon, c'était très, très compliqué au début. Il faut dire la vérité, c'était très compliqué au début. L'année dernière, n'empêche que j'ai pris un peu de plaisir devant ce joueur sous les ordres de Francesco Farioli. Mais bon, cette saison, j'ai l'impression qu'il retombe dans ses travers. Pour moi, c'est assez hasardeux, les choix de jeu qu'il fait, etc. Et puis bon, sur le terrain, c'est pas quelqu'un de très irréprochable, pardon. On le voit à ce carton rouge digne de Roy Keane hier. Donc, non, franchement, il y a des choses à redire, il y a des choses à revoir. Il a quand même pris 2 cartons rouges, un en Ligue 1 et un en Europa League. Donc on est sur 2 cartons rouges. Il a pris 3 cartons jaunes cette saison en Ligue 1. Faudrait peut-être qu'il arrête de suivre le chemin d'un certain Marco Verratti et qu'il se concentre un peu plus sur le jeu. Parce que là, vraiment, moi, je suis entre guillemets inquiet. Alors on pourra en débattre des heures de ce carton rouge. Il regarde le ballon, il lève le pied pour contrôler, il voit pas le joueur qui arrive, certes. Mais au bout d'un moment, il faut être conscient de tout ce qui se passe autour de toi quand tu veux réceptionner un ballon, surtout quand il vient en cloche comme ça. Je suis désolé, mais pour moi, ce carton rouge, quand t'es joueur professionnel, il est largement évitable parce qu'il faut faire attention à tout. Et donc, voilà, grosse déception, si ce n'est pour moi la plus grosse déception de cet OGC Nice, Pablo Rosario. Surtout que, comme je l'ai dit au tout début, eh ben, je prenais un peu de plaisir à le voir jouer. Mais là, je commence à retirer mes propos, à mettre tout ça sous le tapis. Ouais, bon, on espère que s'il s'engage dans le chemin Marco Verratti, il arrive à avoir 50% de son niveau footballistique. Hein. Ça, on signerait quand même. Mais bon, Si ce n'est effectivement, après, 30% même. ouais, si ce n'est 30%, on prend. Bon, Pablo Rosario, éternel sujet de débat, des matchs où on loue son caractère guerrier important et des matchs où il passe totalement à travers, où il disparaît, il se liquéfie. Bon, on fera peut-être un bilan le jour où il partira, mais il souffle le chaud et le froid.
Pour terminer cette émission, ça termine pile poil avec la rencontre Lille-Nantes. Match nul entre les deux équipes. Donc l'OGC Nice revient à 1 point de nos amis du LOSC. On rappelle que dans 2 matchs, l'OGC Nice se déplace à Lille. Donc voilà, autant rester au contact au maximum en espérant faire un résultat dans le Nord et passer du côté Ligue des Champions de la Force. Bon, vous me direz pour y faire quoi vu ce qu'on fait en Europa League, mais bon, quand même, si on s'enthousiasme pas sur le classement, il nous reste quand même plus grand chose. Remarque si quand même un gym qui marque plein de buts et qui nous offre un peu de spectacle. C'est pas rien, on n'a pas eu droit à ça toutes les saisons, et en tout cas, c'était bien un kiff encore cette rencontre face à Rennes. On a choisi d'être positif, alors évidemment, ça se joue à une erreur de Steve Mandanda, hein, face à une erreur de Marcin Bulka, donc on est passé pas loin du match nul, mais bon, écoutez, l'important c'est quand même le résultat final, la manière y a été, on n'a pas volé nos 3 points non plus. Qu'est-ce qu'on demande de plus, franchement, pour un début d'année? Bref, messieurs, on se retrouve le week-end prochain. Déplacement à Reims, 10e du championnat à l'heure où on enregistre cette émission. Du coup, victoire obligatoire, même si ce sera pas nécessairement simple. Voilà. On fait toujours alors, le classique, le classique 0-0, comme il y a la classique purge à Angers ou à Montpellier. Voilà. En général, à Reims, c'est 0-0. Il y aura pas Jérémy Boga pour rater le but vide cette fois, mais bon, voilà. On verra quelle aventure nous attendra en Champagne. Jérémy Noah, merci de m'avoir accompagné pour cette première émission de l'année. Merci à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. On vous rappelle, on est de retour sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube également. Vous avez notre compte X et notre compte Instagram à votre disposition pour suivre notre actualité. Et puis bon, de toute façon, vous savez comment nous joindre de manière générale. Et puis d'ici la prochaine émission et le prochain match, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.